Il les a d'autant plus justes que là, en l'occurrence, c'est le gouverneur général de Lilliput qui parle. Pour reprendre les voyages de Gulliver, effectivement, personne n'a autant nanifié la gauche que François Hollande, et d'ailleurs nanifié la fonction présidentielle que François Hollande, nanifié la France que François Hollande. Donc quand il parle de Lilliputien, c'est une excellente auto-analyse. C'est ce qui s'ouvre une... J'adore vos néologismes. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, l'analyse que vous avez donnée tout à l'heure sur la gauche, on pourrait exactement faire la même sur la droite. Je la fais aussi. C'est-à-dire qu'en fait, sur la forme, Emmanuel Macron a atomisé en fait à la fois les socialistes et les républicains, qui étaient les deux môles politiques français qui ont gouverné la France depuis une quarantaine d'années. Donc effectivement, quand vous avez une ligne de fracture qui s'appelle Macron, qui passe à travers la gauche et qui passe à travers la droite, eh bien en fait, ça devient fragmenté. Et il est impossible d'avoir et une ligne politique unique et pour le coup un candidat unique. C'est vrai pour la gauche, c'est vrai aussi pour les LR. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on ne peut plus reconstituer la scène politique et la vie politique française autour de ces deux pôles que sont le Parti socialiste et les LR, comme ça a été le cas il y a 40 ans. Aujourd'hui, il y a une restructuration de la scène politique française autour de deux nouveaux môles, à savoir le camp national et le camp euromondialiste, dans lequel vous allez avoir des gens de gauche et des gens de droite. Vous avez par exemple les LR, vous avez des LR qui sont compatibles avec Emmanuel Macron, qui l'ont d'ailleurs rejoint, et vous avez des LR qui sont sur la mouvance plutôt gaulliste, canal historique, qui eux, eh bien, vont rejoindre le camp national. À gauche, c'est pareil, vous avez les Arnaud Montebourg qui sont plutôt dans une logique souverainiste, nationale, etc. Et vous avez une autre partie de la gauche qui est immigrationniste, multiculturaliste, mondialiste, etc. Voilà. Moi, je pense, si vous voulez, que vous pouvez répondre, parce que c'était pas non plus une critique folle, ce que vient de faire Pierre Bournazel. Non, mais c'est-à-dire c'est caricatural, parce que moi, je pourrais autant dire du camp progressiste que c'est un camp. Oui, mais attends, on me traite de caricaturé, donc j'aimerais bien que donc la caricature, elle n'est pas à sens unique. Donc moi, je considère, si vous voulez, que dans le Titanic politique qu'était la France en 2017, Macron, c'est effectivement la chaloupe mise à la mer par les premières classes qui ont gouverné la France, c'est-à-dire toutes les rentes qui ont gouverné la France les 40 années précédentes, qu'elles soient d'ailleurs de gauche ou de droite, des rentes politiques, des rentes médiatiques, des rentes économiques. Et donc Macron, c'est l'exacerbation paroxystique à la fois de la gauche et de la droite, telle que nous les avons connues depuis 81. Donc effectivement, là je suis d'accord, une fois que ce pôle mondialiste, immigrationniste, dit progressiste est au pouvoir, effectivement, en face, il y a aussi une recomposition de toutes les oppositions à ce système. Attendez, je termine. Il y a une reconstitution de toutes les oppositions à ce système que vous appelez camp nationaliste, mais le nationalisme, vous dites ça pour jeter l'opprobre, parce que vous savez très bien qu'historiquement... Non, c'est pas nationaliste. Non, le nationalisme, c'est la guerre. On ne veut pas la guerre, nous. C'est le nationalisme, c'est la désordre, le patriotisme. Voilà, exactement. Donc c'est effectivement les gens qui aiment la France, tout simplement. Moi, ça ne me surprend pas. C'est une confirmation de la position d'Éric Zemmour donc en deuxième après Emmanuel Macron. Je pense que Éric Zemmour semble incarner le renouveau qu'attendent les Français. Enfin, les autres candidats sont tous des professionnels de la politique. Et je crois que les Français en ont marre de cette ménagerie qui régulièrement fait son cirque, sa stratégie, ses petits calculs politico-politiciens. Ouais, ça fait écho à ce qu'on disait finalement. Voilà, donc en fait, je le dis souvent, je pense qu'effectivement en 2017, Emmanuel Macron a été présenté comme le nouveau monde, la nouveauté, celui qui vient de nulle part et qui lui-même parle d'effraction, etc. Et je pense que Éric Zemmour est en train de réussir dans le camp national souverainiste ce que Emmanuel Macron avait réussi en son temps pour l'instant. Est en train de réussir, je dis. Ça reste à confirmer, bien sûr, mais je veux dire, la dynamique pour l'instant semble être à peu près la même que celle d'Emmanuel Macron en 2016-2017. Vous êtes en train de dire... Il y a deux choses dans ce que dit Frédéric Durand qui sont intéressantes. C'est que François Hollande est parti, effectivement... je vous en prie, Jean Messia. Il y a deux choses. François Hollande, quand il dit, effectivement, mon ennemi, la finance, et qu'on arrive sur la loi travail de Myriam El Khomri, et Emmanuel Macron, et ça vous l'avez dit, je crois que c'est vous, Jean Messia, qui disait tout à l'heure, une promesse libérale au début de son quinquennat et qui termine par le quoi qu'il en coûte. Donc forcément, Éric Zemmour, lui, arrive au moment où les Français ne croient plus aux promesses électorales qui sont faites par les gens qui sont ensuite élus. Il y a l'OTAN, c'est peut-être ça aussi, le phénomène Zemmour. C'est-à-dire qu'en fait, le
logiciel idéologique d'Éric Zemmour, je ne sais pas à quand il remonte d'avoir gouverné la France. Vous nous dites que c'est des idées anciennes, excusez-moi. Si vous présentez la gauche et le socialisme comme des idées nouvelles, alors qu'elles datent du 19e siècle... Non, j'ai dit que c'était des idées anciennes. Je pense que Éric Zemmour, n'importe quel candidat du camp national, Éric Zemmour en tête, incarnera une véritable alternance. Les autres ne sont pas... Macron n'a pas été une alternance. Si, il a été vécu comme tel. Non, il a été une alternance sur la forme, mais sur le plan idéologique, ça a été une exacerbation paroxystique. Et là, c'est une exacerbation paroxystique du nationalisme. Mais pas du tout, pas du tout. Non, mais c'est quoi la dernière? Voilà le jeu où il est, et je pense que Zemmour incarne pas du tout les classes populaires aujourd'hui, il ne les attire. Pour l'instant, tout ça est assez prématuré parce que Éric Zemmour, ça vous a pas échappé. On parle avec ce qu'on a, sinon on ne parle pas de Zemmour si vous voulez. Éric Zemmour, y compris d'ailleurs la plupart des autres candidats, pour l'instant, il n'y a pas de programme. Donc c'est difficile de juger quelqu'un sur un programme qu'il n'a pas encore présenté, qu'il n'a pas encore écrit. Ça, c'est la première chose. Donc là, attendez d'avoir le programme complet. Il y aura des mesures sociales, il y aura des mesures économiques, il y aura des mesures sur l'Europe, il y a des mesures sur l'écologie, comme tout programme économique. Et je suppose que Xavier Bertrand, Marine Le Pen, enfin, tous ceux qui se présentent à l'élection présidentielle auront un programme. Et le moment viendra où on pourra corroborer les programmes des uns et les autres. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quand vous parlez d'identité ou d'immigration, il ne faut pas croire que vous vous adressez uniquement aux classes moyennes ou aux CSP+. La preuve Marine Le Pen. Les premières victimes, la preuve Marine Le Pen. Les premières victimes du remplacement. Marine Le Pen. Les premières victimes du remplacement et les premières victimes du malaise identitaire et les premières victimes de l'agression que constitue l'immigration massive et incontrôlée, ce sont les classes populaires, ce sont les classes qui habitent dans les banlieues ils votent Marine Le Pen, ils votent pas Zemmour. Exactement, mais pourquoi on disait simplement qu'ils votaient pas Zemmour. Pour l'instant, vous n'en savez rien. Ils votaient Marine Le Pen pour l'instant parce qu'effectivement, Marine Le Pen était en monopole sur le camp national et qu'il n'y avait pas d'autres représentants. C'est Zemmour qui le dit. Et donc, tout le défi, mais il dit autre chose. Tout le défi d'Éric Zemmour consistera justement à faire migrer l'électorat populaire de Marine Le Pen vers sa propre... Oui, donc il y a une sacrée concurrence. Quand il dit moi j'ambitionne de réunir à la fois les classes populaires et la bourgeoisie patriote, c'est bien que c'est un objectif. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais l'objectif, c'est évidemment, avec son discours, d'attirer à lui également les classes populaires sur la question de l'identité, parce que la question de l'identité, évidemment, encore une fois, concerne de rechef les classes qui sont oui, mais ils se reconnaissent davantage chez Marine Le Pen parce que justement, elle a des mesures davantage sociales. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Vous ne connaissez pas son programme. Pourquoi vous ne parlez pas des autres programmes, vous des autres candidats sans connaître leur programme peut-être? Non, mais j'en parle pas. J'en parle pas. Non, j'en parle pas. Des autres. Monsieur Bournazel. Je ne sais pas ce que présentent les autres candidats pour l'instant. Une minute. Non, mais je voudrais réagir aux propos absolument hallucinants de M. Bournazel qui nous explique que Macron, c'est le général de Gaulle. Excusez-moi, le Macron est l'anti-de Gaulle par excellence. C'est le président qui parle d'une souveraineté européenne fantasmagorique parce qu'il n'y a pas de peuple européen. C'est un président qui vous explique que de tout temps et partout, et quelle que soit la condition du pays, l'immigration est une richesse pour la France. Si aujourd'hui, effectivement, il y a des néo-pétinistes, comme vous les qualifiez, c'est certainement pas Zemmour ni le camp national, c'est vos amis au pouvoir qui ont trahi, qui ont trahi la France, qui ont trahi l'identité française, qui ont favorisé l'invasion et l'islamisation de la France, qui considèrent comme une richesse. Si aujourd'hui, presque 2 tiers des Français croient qu'il y a un remplacement, c'est précisément le fruit et le résultat de la politique de vos amis. Alors arrêtez de qualifier de gaullistes ceux qui ne le sont pas et de pétinistes ceux qui ne le sont pas. Les néo-pétinistes sont au pouvoir. J'ai dit au moins que le général de Gaulle avait le mérite de chercher les talents dans chaque camp politique et de les rassembler au service du pays, ce que modestement Emmanuel Macron... C'est pas au service du pays, c'est au service des intérêts de ceux qui rejoignent. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir sont des islamo-collaborationnistes. Tout à fait, Jean Messia, tout ça n'est pas du tout excessif. Mais c'est toujours dans la pondération, dans la modération et dans la justesse. C'est certainement pas ceux qui sont au pouvoir qui luttent contre le totalitarisme islamiste, excusez-moi. Là-dessus, après on passe au grand remplacement pour vous entendre dessus. Non, moi j'ai pas vu où Emmanuel Macron avait réindustrialisé. C'est vrai qu'il a pris conscience à la faveur de la crise du Covid, notamment de la très grande dépendance de la France dans le domaine qu'est l'industrie pharmaceutique, la production de masques, la production de tout un tas de matériaux indispensables pour mener la guerre sanitaire. Mais effectivement, je pense que ce n'est pas du tout son logiciel. Son logiciel, Emmanuel Macron ne raisonne pas en termes de nation. Emmanuel Macron a une logique mondiale.
il y a une logique de marché. Le marché ne connaît pas les nations. Donc je crois pas, si vous voulez, que celui qui a théorisé la Startup Nation, qui effectivement croit dans un modèle à une souveraineté européenne hypothétique, un marché mondial qui régulerait par lui-même tous les besoins, toutes les offres et toutes les demandes, je ne vois pas comment du jour au lendemain il peut subitement devenir un patriote, un nationaliste qui réindustrialise la France, qui relocalise l'industrie à l'intérieur du territoire français. Moi, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Et en revanche, vous croyez au grand remplacement. Et on a on peut le penser. Et avec une question, il le dit, hard. Il a pris la théorie de Renaud Camus. On peut le penser et être d'accord avec, et même le favoriser. Quand, par exemple, Mélenchon parle de créolisation, parle effectivement d'un pays ouvert à l'immigration où on accueillerait la terre entière, il peut très bien croire effectivement au grand remplacement et le souhaiter. Donc en fait, là, il y a deux camps en gros. Il y a ceux qui croient qu'il y a un grand remplacement et qui le souhaitent, qui l'appellent de leur vœu. Bon, le sondage ne le dit pas. Et il y a un autre camp qui effectivement, y croit, mais le refuse, tout simplement. Alors ça c'est un peu tirage pour les cheveux cette année. Non mais le constat est une chose, être d'accord ou pas avec en est une autre. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que... Il y a personne qui a répondu oui, je pense que c'est possible, mais en plus je le souhaite. Le deuxième élément, si vous voulez, c'est que ça fait effectivement une quarantaine d'années que le peuple français est matraqué d'idéologie immigrationniste où on présente l'arabo-afro-islamisation de la France comme toujours un bienfait, alors que les Français se rendent de plus en plus compte des dégâts que cette logique opère tous les jours. C'est un peu comme derrière le rideau de fer pendant des années où vous aviez une propagande qui vous expliquait effectivement que tout allait mieux, tout allait bien dans le meilleur des mondes et où le peuple vivait de privation. Bon, là aujourd'hui, un jour, derrière le rideau de fer, le peuple s'est réveillé. Les Français sont en train de se réveiller en constatant que tout le matraquage de propagande sur les bienfaits de l'immigration, eh bien en fait, ne donne pas la réalité qu'on leur a promise. Bien au contraire, c'est plutôt un désastre. On manque d'hommes de lumière. On n'a que des hommes de l'ombre. Monsieur Durand, vous avez parfaitement raison, sauf que la notion d'universalisme et d'humanisme était censée être des notions qui, pour le monde, comme vous le dites, c'est exactement. Or, la gauche et les progressistes ont retourné ces notions pour favoriser une invasion migratoire qui dénature ce qu'est la France. Nous manquons d'hommes des lumières. Ça, c'est la première chose. Nous n'avons plus que des hommes de l'obscur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne suffit pas d'une république et d'une loi pour faire un pays. Il y a des républiques islamiques, il y a des républiques populaires. Et la loi, si ça suffisait de respecter la loi, alors à ce moment-là, je serais brésilien parce que je respecte la loi. J'ai parlé des lumières. J'ai pas de bêtises. Elle vient confirmer Nordhaus qui, dans les années 70, avait démontré que juste avant les élections, le pouvoir en place avait multiplié en fait les dépenses publiques pour s'assurer en fait une réélection. Donc là, c'est parfaitement vérifié dans cette théorie. Maintenant, sur le plan économique, je crains que ça soit assez, ça soit non pertinent. J'aurais préféré une baisse des taxes. Évidemment plus pérenne, plus immédiate. Alors j'ai entendu Gabriel Attal nous expliquer de manière invraisemblable que les prix à la pompe ne varieraient pas si on faisait baisser les taxes. Il faut quand même rappeler aux Français que l'essentiel du prix à la pompe est fait par des taxes. Si on prend le litre de plus en France qu'ailleurs. Exactement. Le prix du samplon 95, par exemple, il y a 57,4% de fiscalité. Le prix du pétrole, en fait, le prix du baril ne pèse que pour 33% dans le prix du litre. Donc on a un airbag fiscal qui, effectivement, est largement suffisant pour amortir, y compris une augmentation en continu du prix du baril, si tant est que la fiscalité baisse à proportion de l'augmentation. Donc c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la TIPP flottante, ex-TIPP flottante, ça s'appelle TICE maintenant. Donc voilà, je pense qu'on est dans une séquence en France où le taux de prélèvement obligatoire est l'un des plus élevés au monde. On avait là une occasion à la fois économique et sociale de baisser ce taux. Alors vous allez me dire, oui, mais si on baisse la fiscalité, il va falloir compenser. Mais c'est pareil exactement pareil pour le chèque, parce que ce chèque est financé par la dette. Oui, il faut le financer aussi par les taxes. Est-ce que ça rapporte aussi à l'État d'avoir un prix aussi fort à la pompe? Mais vous avez tout à fait raison. Je ne suis pas sûr que Pierre-Yves Bornazès soit d'accord avec cette analyse. Juste un dernier mot. Il faut bien comprendre que le chèque, parce que c'est un chèque carburant, c'est devenu un truc fourre-tout. Non, c'est une indemnité inflation. D'accord, mais au départ, c'était la hausse du carburant qui était la préoccupation. C'est pour ça qu'on y répond. Donc si vous dépensez vos 100 € à la pompe, vous reversez de nouveau 60% à l'État.
Donc en réalité... C'est gagnant-gagnant pour l'État. On calme une grogne en devenir et en même temps on ne vide pas les caisses. En gros, sur les 100 balles, l'État ne vous file que 40. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fond, sauf que le pass sanitaire, il ne tient pas compte de ce genre d'éléments. Parce qu'à ce moment-là, on peut tirer le fil de votre pelote et dire, mais dans ce cas-là, pourquoi priver les gens de vie sociale? Pourquoi les empêcher d'aller dans un restaurant ou de vie culturelle sanitaire dès le 15 novembre, ou de vie culturelle pour aller dans un concert ou au cinéma, voyez? Donc dire effectivement que c'est un sanctuaire démocratique et on ne peut pas transformer dans une démocratie moderne des citoyens en parias de la démocratie en leur interdisant de participer à des meetings, il y a des organisations... On ne va pas discriminer l'accès à la politique à des citoyens en vertu de leur statut vaccinal. On les discrimine pour aller accéder à la culture. Ce que je conteste, c'est pourquoi est-ce que la politique devrait être le seul domaine où ce type de raisonnement est appliqué et pas à la culture, pas à la gastronomie, pas au sport, parce qu'on peut considérer que la vie démocratique et politique a une incidence sur nos vies plus forte que, même si moi j'aime aller au théâtre... Et la culture, moi quand je vais boire une bière dans un café, ça a une incidence sur ma vie aussi. Même sur votre vie politique. Voilà, et sur ma vie tout court. Conforme à votre analyse, Jean Messia, Pierre-Yves Bournazel aussi. Non, mais c'est-à-dire il a raison sur certains points. C'est effectivement, tout va être payé par la dette in fine, parce qu'aujourd'hui nous avons un État qui est endetté à hauteur de 120% du PIB. On a un déficit public qui dépasse les 8%. Il a été revu à 8,1%. On a eu effectivement une chute de croissance significative de l'ordre de 6 à 8%. Donc évidemment, vous avez mécaniquement, lorsque l'activité se reprend, comme on a connu une période de chute de l'activité à cause du Covid, l'activité redémarre. Mais elle ne redémarre pas parce que la France se réindustrialise, parce qu'on a des activités nouvelles. C'est juste parce que la croissance a tellement chuté qu'effectivement, ça ne peut qu'aller mieux une fois qu'on sort de cette crise. En revanche, alors, c'est un peu Noël toutes les 2 semaines. Il a tort sur un point, c'est que Emmanuel Macron, quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, il a quand même lâché 17 milliards. Donc ce président, si vous voulez, qu'on avait élu pour améliorer nos finances publiques sur la rigueur, etc., on se retrouve être le président de la dette. Et donc les gens qui ont élu Emmanuel Macron, qui est devenu le président du quoi qu'il en coûte, devraient s'interroger si on devrait le réélire quoi qu'il nous en coûte. En 1 minute.